d'une part réagir, puisque vous avez été privé de réaction pour les deux dernières tables rondes. Je remercie vraiment tous ceux qui ont bien voulu être respectueux de ce timing. Et aussi ouvrir un peu le débat, puisque finalement, cette question de la sécurité, nous avons commencé à l'initier dès hier, où au niveau de la table ronde notamment, il y a eu déjà quelques échanges particulièrement denses. Alors, qui a envie de réagir? Donc, au bout, là-bas. Donc, vous dites plus particulièrement, mais vous êtes bref aussi, vous dites plus particulièrement sur quel point, de manière à ce qu'on puisse donner... C'est profond, c'est profond. Je pense que ça prend... c'est profond. Ça prend hier et ça prend ce qui vient d'être dit. On est dans un... Enfin, il y a quand même des mots sur les choses. On parle de totalitarisme. Si la machine va jusqu'au bout, on est dans une situation pas loin du fascisme. Et enfin, pas loin. L'histoire pourrait quand même nous aider. Il y avait un gars dont on trouve plus les livres dans les bibliothèques qui s'appelle Lucien Bonafé. Lui, en pleine occupation, en pleine Lozère, il s'est réfugié. Il était psychiatre à Sainte-Anne. Puis, comme il était aussi un des médecins de l'association des artistes et écrivains et intellectuels révolutionnaires qui s'était constituée à l'appel de Stockholm, enfin, c'est pas l'appel de Stockholm, Stockholm c'est venu après, mais à l'appel de Amsterdam Pleyel, face à la montée des fascismes en Europe. Il y a des gens dont Einstein d'ailleurs, qui se sont mis ensemble, avec Boule Valéry, etc. À l'époque où les intellectuels, oui, se mettaient ensemble, comme on est en train d'essayer de le faire maintenant, quoi. Et oui, lui, il est parti parce qu'il y a eu l'occupation le 10 juin 40, et puis il est allé à Bonneval où travaillait son père d'ailleurs. Et il a réussi à faire un boulot extraordinaire. À une époque, on zigouillait, ils mouraient de faim, les fous. Hein. Il a réussi à mettre les fous avec les bonnes sœurs, un communiste, hein, bien sûr. Il a vu les vrais croyants, ceux qui croyaient au ciel, ceux qui n'y croyaient pas. En tout cas, ils se sont mis ensemble avec la population et ils ont donné la parole aux fous. Et ils ont fait de l'art aussi, ART, l'art plastique avec eux. Enfin bref. Et puis ensuite, il y a un certain Frantz Fanon qui a été étudier sa psychiatrie dans ce même hôpital. Ça a fait du chemin. Ils ont travaillé à la désaliénation en même temps qu'ils travaillaient à lutter contre le fascisme. En même temps qu'ils arrivaient à éditer des poèmes de Paul Éluard à l'époque où ils risquaient quand même de se retrouver comme des snooze, quoi, les poètes qui faisaient ça, c'est-à-dire mort en concentration. Aujourd'hui, on n'en est pas là, on a encore la possibilité de se ressaisir, mais on doit aussi réussir à appeler un chat. Effectivement, donner la main à un gars qui a peur, il faut un peu de courage, comme ça nous a été montré à la Grande Borne, et voilà, savoir qu'on n'est pas tout seul à réussir à trouver le courage de dire bonjour à un gamin qui est complètement perdu et qui est complètement halluciné, comme on a pu halluciner des foules, pendant 12 ans d'hitlérisme dans un pays qui s'appelle l'Allemagne, où un gars qui s'appelle Victor Klemperer tenait comme un balancier son journal où il étudiait les mots du fascisme. Il a fait un bouquin qui s'appelle LTI, la langue du Troisième Reich. Et il regarde la montée du fascisme depuis les années 20. Comment c'est un sémiologue, enfin, ça porte un nom, ce qu'il fait. C'est un professeur d'université à Dresde. Et à Dresde, il va avoir toutes les lois fascistes. Et il est marié à une Arienne. Pendant toute la durée de la guerre et du fascisme en Allemagne, il va sauver sa peau parce qu'il est marié à une Arienne. Il va bosser à l'usine parce qu'il virait de son poste, mais il va sauver sa peau. Miracle. Et lui, ce qu'il fait tous les jours, il tient son journal clandestinement. Et il étudie la langue, les dérapages de la langue. Et comment on réussit à faire rentrer dans le crâne de gens qui sont promis à l'Holocauste. Comment on leur fait rentrer dans le crâne ces mots jusqu'à les faire voter pour Hitler. Des Juifs ont voté Hitler. Et Hitler est arrivé par les urnes au pouvoir. Je m'excuse, voilà, on est bien ensemble. Et ça fait plaisir de se retrouver. Merci.
Il y a aussi un autre bouquin, d'ailleurs, qui a été publié sur la novlangue néolibérale. Et je crois que ça a été souligné à plusieurs reprises ici ce matin. Il y a une véritable censure qui passe par justement le langage. Il y a une corruption de nos métiers par les termes qu'on nous fait employer. Ressources humaines, même gérer son deuil ou ses émotions, etc. On voit bien comment c'est progressivement et insidieusement introduit tout un vocabulaire qui transforme nos métiers dans la vision du monde même et comment insidieusement nous en sommes assujettis en quelque sorte. Je crois que c'est un point qui a été souligné à plusieurs reprises. Et juste peut-être dire aussi par rapport à ce que a dit Hélène, là, ce qu'elle vient de dire aussi que ce matin, ce qui nous a été montré, pas seulement dit, mais montré, c'est que la sécurité existe lorsqu'on nous laisse faire notre boulot. Et qu'en quelque sorte, lorsqu'il y a recours à des forces de sécurité, c'est qu'on est dans des situations d'exception. Et là, aujourd'hui, ça devient la règle. C'est pas la même chose. Bonjour. Bernadette Tancher, je suis psychologue psychanalyste et je voulais justement reprendre cette question de la langue qui me paraît le fil qui traverse nos réunions, ici comme dans d'autres, associations et lieux de recherche. Et le film hier en témoignait très bien, puisque c'est quand même une affaire de langue, une langue qui est dite trompeuse, mais la langue est trompeuse de fonction, puisqu'il y a de l'équivoque. Et ce qui me paraît quand même vraiment répété dans tous nos métiers, ce n'est pas que les mots sont corrompus, c'est que la langue est corrompue par ce discours néolibéral. Et comment la langue est corrompue? Elle est corrompue d'avoir glissé l'utilitarisme, et ça Christian Laval en parle parfaitement bien, à partir de quand même déjà quelques années. Et en fait, c'est pas qu'on est attaqué, c'est pas qu'on est abandonné, c'est qu'on est instrumenté. Et on est instrumenté dans la manière même dont nous sommes parlés par cette langue contaminée par ce discours. Et notre premier travail, c'est de nous réunir de façon effectivement pluriprofessionnelle, sortir de l'entre-nous, parce qu'on voit bien que dans nos métiers, dès qu'on s'ouvre et qu'on n'est pas dans la réactivité, on peut trouver de la création. Parce que cette réactivité, c'est pas une histoire de machine, c'est pas une histoire de numérique. La réactivité a une finalité qui est celle de chanter l'impuissance. Dès qu'on est dans une position d'impuissance, on a une petite chance de pouvoir être créatif. Quand on est dans constamment la réactivité, qu'on utilise l'émotion, qu'on utilise la peur, qu'on utilise tout ce qu'on connaît dans nos métiers respectifs, on ne peut plus arriver à être créatif. Donc c'est pas qu'on est abandonné ni attaqué, c'est qu'on est instrumenté. Et moi j'aurais aimé savoir si c'était possible d'organiser justement des espaces hors réactivité pour construire des créativités. Et dans le soin en psychiatrie, on a eu un immense dispositif bien mis à mal qui s'appelle le secteur, qui est un espace de croisement de professions, de croisement de champs d'intervention, où précisément la parole avait toute sa fonction. Merci. Peut-être encore, oui. Oui, Serge Klopp, alors je suis cadre de santé en psychiatrie et référent des questions de psychiatrie pour le Parti communiste et membre du collectif des 39. Et ça va peut-être être un peu un prolongement de la réflexion précédente et de la matinée. Je ne vais pas revenir sur le constat de la psychiatrie. Nous sommes effectivement aujourd'hui en train de passer d'une clinique qui soignait des individus à une logique de normalisation des comportements, des populations, des individus, où l'enfermement et la contention, effectivement, remplacent la relation transférentielle, ni même, je ne vais pas non plus développer l'analyse de la loi santé, qui va encore détruire tout ce qui reste d'un peu de clinique du sujet et de soins de proximité et de continuité des soins du secteur. Tout ça, c'est des horreurs qui sont en train de se mettre en place et qui vont arriver demain. Moi, la question qui m'interroge surtout, c'est comment est-ce qu'on peut inverser cette tendance, cette logique. Et il me semble que le moteur, à mon avis, c'est justement la place de l'humain et la relation humaine et la conception de l'humain. Or,
mon expérience depuis une vingtaine d'années que je milite dans le champ de la psychiatrie, dans différents plans, c'est qu'effectivement, on est très nombreux à partager les mêmes soucis, la même conception, que ce soit des syndicats, des associations, des partis, des citoyens. On est très nombreux à avoir ce même constat, mais chacun joue sa partition dans son coin. Et moi, la question qui me pose, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut arriver à fédérer un peu tout ça en maintenant les réalités de chacun. Et par exemple, on a eu un débat à la fête de l'UMA il y a quelques jours où on avait rassemblé donc, les militants de Sud, de la CGT, il y avait des militaires de l'appel des appels, il y avait des collègues des 39, de l'Union du syndicat de psychiatrie. Et à la fin du débat, où on était justement sur le constat qu'on était tous quand même plus ou moins d'accord, j'ai lancé l'idée, mais qui est une idée comme ça, vraiment à travailler avec Laurence Cohen, que pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas à l'élaboration d'une grande loi cadre pour la psychiatrie, en même temps quelque chose qu'on attend et qu'on a porté très fortement après le discours de Sarkozy en 2008, à l'initiative d'ailleurs qui a permis, qui a obligé à développer l'appel des 39, mais aussi l'appel des appels. Je pense que se pose la question de est-ce qu'on ne pourrait pas, là, essayer d'élaborer quelque chose où l'idée, c'est pas d'écrire un texte, c'est pas d'avoir sur une feuille X sigles, parce que ça, mon expérience m'a montré que ça marche très peu. À mon avis, moi, ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est que justement, dans ce mouvement-là, on a l'impression chacun de ne pas être tout seul, isolé, à ramer tout seul dans son coin, à pouvoir justement faire œuvre dans la société. Et il me semble que c'est en ça qu'on peut justement, à mon avis, reprendre un peu plus de force. Et ça rejoint aussi un peu de ce que j'ai entendu ce matin des collègues journalistes. Je pense que là, du coup, il ne s'agit pas d'être corporatiste. Moi, je m'occupe de la psychiatrie et je ne vais pas m'occuper d'autre chose, mais qu'on puisse là lancer un vrai mouvement dans la société. Peut-être que les journalistes pourraient réagir. Voilà. Non, moi, ce qui m'a... Le mot, dans ce que vous avez dit, qui m'a touché, c'est le mot fédéré. Bon, parce que, bon, s'il y a des gens qui me connaissent ici, vous savez, ça va, Sylvestre, il va encore recommencer avec son Front populaire. Mais oui, je n'arrêterai plus de recommencer avec le Front populaire. Alors, il y a des gens qui se moquent de moi en disant, il n'y a qu'à le refaire. Alors, 36, 2016, 80 ans, et hop, la roue revient, la machine repart et tout. C'est pas du tout ça dont je veux parler. C'est de la trace du Front populaire. Vous savez, il y a un mot de Georges Duby, l'historien, qui dit la trace du rêve n'est pas moins réelle que la trace du pas. Voilà, j'ai trouvé cette formule magnifique, toujours. Bon. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que cette idée qui a existé en France, c'était exactement l'idée de la fédération. Je ne parle pas de la fédération de la fête de la fédération de la Grande Révolution française, non, je parle de ça. Dans le Front populaire, ce qui a été construit dès 1935, avant la réussite électorale et de la grève de 1936, c'est le serment du stade Buffalo à Montrouge, où il y avait plus de 100 partis, syndicats, organisations, associations de toutes sortes. Les Amis de la Nature, l'Étoile nord-africaine de Messaliage, l'école nouvelle de Célestin Freinet. Bon, vous voyez, donc il y avait toute la transversalité. Parce que ce qui, juste, je bascule un peu, par exemple, puisqu'on est là ce matin, ce qui m'a impressionné ce matin, parce que je ne connais pas tout, je suis loin de connaître, je suis un ignare à beaucoup d'égards, bon, c'est quand même la transversalité. Parce que quand on recoupe l'histoire de la justice, l'histoire du soin qu'on vient d'entendre et tout, c'est très impressionnant. Pour moi, je vais vous dire, sans jouer l'enthousiasme de service, c'est presque une nouvelle société qu'on peut imaginer avec ça. Bon, alors quand on a dit les professionnels de l'humain, les professions de l'humain, c'est pas trompé. Donc c'est vraiment trompé. Merci Roland et merci à d'autres d'ailleurs, qui moi j'étais pas. Bon, mais c'est vrai ça. Et tout d'un coup que sur cette question piégée de la sécurité, ce sont les professions de l'humain qui arrivent à dire des choses comme on vient d'entendre sur l'hôpital, de façon extraordinaire et tout, ben ça laisse, je vais vous dire franchement, moi ça me laisse beaucoup d'espoir. Parce que bien sûr, et je vais m'arrêter là, toute la société n'est pas là. Vous savez, il faut savoir ça. Hein. On est nous, et puis il y a une société à l'extérieur qui, pour l'instant, n'allait pas forcément là. C'est pas qu'on soit supérieur, on n'est pas une élite, mais quand même, ce qui est en train de se passer ici, ça, on y apprend beaucoup de choses.
sur les intérêts communs, sur les croisements d'intérêts, etc. Bon, et donc, je vais finir par là, excusez-moi, avec le Front populaire, ce qui s'est joué, je pense, d'absolument capital, et qui est l'enjeu, pour moi, central d'aujourd'hui, je me permets de le dire ici, à un moment donné, c'est la relation du mouvement ouvrier et du mouvement intellectuel. C'est comme ça. Et cette relation ne se renoue pas, même si le mouvement ouvrier n'est plus ce qu'il a été, et où sur le mouvement intellectuel n'est peut-être plus ce qu'il a été aussi à certaines époques, bon, et tout, c'est ça. Voilà. Moi, j'ai été très heureux, parce que j'avais été témoin à la dernière fête de l'humanité, à un moment donné, il y a deux hommes qui se sont rencontrés, qui n'étaient pas du tout faits pour se rencontrer. C'était Régis Debray et Philippe Martinez. Parce qu'avec les injures qui avaient été proférées sur Martinez, terroriste, preneur d'otages, etc., bon, ce brave Régis Debray, qui n'est pas d'aujourd'hui, qui vient de loin, il s'y connaît en matière de terrorisme, comme il l'a expliqué avec beaucoup d'humour, à un moment donné, c'était significatif. Vous savez comment ça s'est terminé? Debray a dit à Martinez, si vous voulez une grande rencontre entre le mouvement syndical et le monde de la culture, je vous aiderai. Voilà, d'accord. Je ne vous dirai pas que ça va se passer demain matin, je ne suis pas idiot, mais enfin, voilà, excusez-moi, mais je suis parti de cette idée de fédérer pour en venir à 36 et un peu à aujourd'hui, parce que ce n'est pas en 36 ce que Debray a dit à Martinez, c'est aujourd'hui. Donc c'est une question d'aujourd'hui. Voilà. Je m'arrête en là, parce que je vais être terrible. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Haddad, je suis gynécologue accoucheur et lorsque j'ai passé l'internat, des questions ont été posées sous la forme de signes, diagnostic, traitement. Et là, je me suis trouvé piégé parce qu'il y avait souvent des signes, mais pas de diagnostic et pas plus de traitement. Alors je m'étais dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et mon parcours clinique a été traversé par la notion de ce que ça veut dire. Et qu'il se passe quelque chose qui a servi les personnes. Et qui se manifeste cependant sous la forme de symptômes. D'accord. Voilà, il me semble, enfin, pour ma part, l'analyse que je fais de la pratique médicale, c'est de sortir les sujets de cet asservissement. En étant gynécologue accoucheur, il se passe que on est au début, on rencontre des nouveaux couples, des familles qui se créent, des naissances de pères, des naissances de mères, en même temps que des naissances d'enfants. Et on assiste à l'effroi, au désarroi dans lequel ils se trouvent. Et notre projet, c'est de les accompagner, puisqu'ils sont en même temps la terre et l'étayage de ce que sera l'enfant et de ce qui sera dans l'avenir. Et ça me fait revenir sur une scène du film qu'on a vu hier, et où c'est un jeune homme dans le désarroi et qui se trouve se laisser pénétrer par des paroles, par des idées, par une idéologie, et de ce fait qui à un moment donné va voir le médecin. Et c'est cette scène qui, pour moi, médecin, m'a intéressé parce qu'il montre que des zones de sa peau sont en feu. Et il montre que ces zones de sa peau sont en feu au moment où il est confronté à la mort d'autres et à sa propre mort qui va s'annoncer. Et ce qui aurait pu réduire la fente ou la fissure par laquelle l'idéologie l'a pénétré, ça aurait été qu'on puisse lui demander, mais de quand date cette éruption, ce feu, ce volcan qui vous anime? Et je pense que le comblement de cette fissure se passe par le dire, par la parole. Et c'est à ce titre qu'il me semble que la médecine, ça n'est pas qu'un acte de guérison,
mais un acte d'accompagnement, un acte de parole. Et il se passe que récemment, dans l'établissement où je travaille, nous avons reçu les experts de la Haute Autorité de Santé qui nous demandaient les protocoles, la façon dont nous gérions les dossiers, etc. Tout ça a été traité, mais on nous a fait beaucoup de réflexions. Et lorsque les experts devaient partir, j'aurais dit c'est bien, effectivement, nous faisons des protocoles, mais en même temps, ces protocoles, c'est quelque chose qui fait un barrage. On peut se protéger derrière un protocole, dire que voilà, on l'a appliqué, et en même temps, c'est quelque chose qui enferme, qui empêche la liberté d'une certaine pensée. Et en même temps, j'ai dit que pour nous, dans l'établissement où je travaille, il y a une place qu'on fait à quelque chose qui ne peut pas se protocoliser, qui s'appelle l'amour médecin. Et lorsque j'ai fait cette réflexion, je vous laisse imaginer la réaction. Voilà. Tout le monde a ri ou a souri, parce que l'amour, c'est quelque chose qui ne peut pas se dire en médecine. Sur la médecine, José, tu veux réagir? Fabrice? Oui, alors, je ne suis pas médecin, donc, mais ce que vous dites me touche tout à fait. Enfin, j'ai longtemps Oui, est-ce que ça marche? Oui. Donc, je ne suis pas médecin, je suis psychologue, psychanalyste, mais j'ai longtemps travaillé en médecine somatique, en hématologie, et c'est vrai que cette image du film, le médecin, pris par son activité, finalement, lui le signe à ce qu'il est, quoi, au lieu de permettre, comme vous le disiez, de pouvoir interroger autre, enfin, au moins être le support, si j'ai bien compris ce que vous dites, d'une parole qui pourrait peut-être quelque chose d'un rapport humain, c'est-à-dire humaniser à travers un symptôme somatique de l'eczéma, ouvrir sur autre chose. Et je crois que là, il y a quelque chose aussi d'important dans notre société, c'est-à-dire que ça a été dit tout à l'heure, on est coaché par une pensée utilitariste, c'est-à-dire une pensée qui réduit le langage à de simples signes qui sont sans équivoque. Et de réintroduire quelque chose d'une équivoque, enfin avec douceur, hein, tout le monde n'est pas, mais enfin de réintroduire quelque chose qui permet justement d'ouvrir les possibilités de sens, de discussion, ça me paraît effectivement élargir et desserrer les taux un peu sécuritaires et utilitaristes qui fait qu'on doit absolument... Un chat est un chat, c'est tout. Voilà, donc ça me parle tout à fait ce que vous dites là. Et qu'il y a ce travail qui a été dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire d'ouvrir les significations. Alors vous disiez combler, moi plutôt ouvrir effectivement les significations, y compris dans l'exercice pratique d'un médecin avec un patient. Et c'est vrai bien sûr pour nous psychanalystes, et c'est vrai pour tout. Je pense qu'on n'a pas le monopole du tout de ça. Dominique? J'ai été très intéressée par, entre autres, par l'intervention de ma collègue de Saint-Louis qui a parlé de l'ANAP. C'est-à-dire de l'ANAP. Elle ne l'a pas dite comme ça, mais elle a dit l'Agence nationale d'aide à la performance. Je ne sais pas si elle est encore là, mais cette ANAP est quelque chose qui sévit dans le monde du sanitaire depuis quelques années maintenant, qui accompagne les CEPOM, c'est-à-dire les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Et moi, je travaille, et donc elle a dit que ça avait permis de mettre en lumière quelque chose de positif. Or, c'est de ça dont je voudrais parler avec elle, c'est que l'ANAP est quelque chose qui est en train de rattraper ma propre pratique. Je suis en CMPP et jusque-là, nous n'avions pas d'ANAP et nous n'avions pas de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Et pour l'année 2018, c'est-à-dire cette année 2017 qui s'annonce, il va falloir que nous répondions à cette fameuse commande de l'ANAP qui est un tableau évaluatif de nos activités, mais aussi de la clinique cette année. Et c'est pour ça que je serais contente qu'elle me dise
les moyens de détourner ce truc-là qui m'empêche de dormir quelquefois, je dois dire, parce que j'avais fui l'hôpital pour ne pas avoir affaire à ce genre de choses. Là, nous sommes rattrapés et je voudrais bien que nous ne soyons pas détruits par cette affaire. Et là, j'ai un peu une lueur d'espoir. Donc voilà. Ah bah, merci beaucoup, chers collègues, pour cette question. Alors, justement, la nappe, je sais bien que la nappe, ça a une résonance particulière, qui pourrait en effet avoir cette idée d'utilitarisme, etc., performance, efficience, et puis des logiques top-down qui s'imposent à nous. Alors, je vais vous répondre sur l'humain. Parce que en fait c'est l'histoire d'une belle rencontre avec le directeur général de la nappe, qui n'est plus directeur général maintenant, qui était Christian Anastasi. Et lors d'une grande réunion comme ça, il présentait quelque chose, je l'ai interpellé en évoquant, enfin, pour moi, la nécessité de trouver comment montrer ou faire connaître la performance, qui parlait de performance d'une organisation comme ça, qui paraît, celle que j'ai évoquée finalement, qui est une organisation qui est très, très, très complexe, mais qui pourrait être théorisée, enfin observée, conceptualisée, et finalement voilà, qui fonctionne sur l'humain, qui fonctionne sur les personnes, l'articulation, une hiérarchie souple, qui n'est pas une hiérarchie pyramidale, et qui permet justement que les informations circulent, qu'on soit tous dans le partage de valeurs, partage des mêmes objectifs. Enfin, c'est des choses qui ne sont pas si compliquées et qui méritent malgré tout d'être décrites pour identifier aussi, alors en utilisant peut-être aussi, en étant aussi utilitariste de l'utilitarisme, enfin, aussi avec une idée un petit peu de ruse, enfin voilà, de la métisse aussi des Grecs, de dire finalement peut-être qu'on peut utiliser ce même vocabulaire de la performance là, pour montrer aussi que l'humain est performant. C'était ça un petit peu l'idée. Bon, et dans cette rencontre avec Christian Anastasi, c'est un peu d'humain-humain qu'on a échangé, et il est venu me voir dans mon bureau à Saint-Louis, avec 2 personnes dans son équipe, et on a longuement parlé. Et finalement, il en est ressorti des choses très, très concrètes. Finalement, enfin, déjà, on a un petit peu conceptualisé l'idée que la logique actuelle, elle était un petit peu gelée parce que les mesures de l'efficacité, on va dire, et le financement de cette valorisation était la valorisation et un financement d'un modèle qui n'est pas le modèle que l'on défend. C'est vraiment le modèle biomédical, le modèle de l'épisode de soins, de financement par l'épisode de soins, le modèle du financement de l'acte technique, alors que nous, on était plutôt dans une approche globale et un parcours de soins. Donc, ça a permis déjà d'identifier qu'il fallait changer complètement le modèle de l'approche, de la valorisation, parce que si on continue avec les standards actuels, on n'y arrivera jamais. Évidemment, on peut compter le nombre de passages aux urgences, ça n'aura aucune pertinence clinique. Alors, donc c'est pour ça que la nappe, malgré tout, moi j'ai été vraiment très très heureuse et vraiment très concrètement ravie de ce partenariat qui a débuté justement sur une rencontre et Christian Anastasi il a trouvé que ce qu'on défendait était vraiment super et valait le coup d'être défendu, et c'est pour ça qu'il nous a mis en aide gratuite, on va dire, le support de 2 élèves directeurs en stage à l'EHESP qui étaient en stage à la nappe. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Harold Ast, qui a été un des co-contributeurs de Soigner l'humain, et un autre collègue. Et justement, il m'a dit, j'ai pensé à vous, Claire, je vous ai mis pendant 2 mois 2 personnes qui ont un profil qui me semble être le profil qu'il faut un peu alternatif, qui pourra peut-être permettre de changer les choses dans les écoles d'élèves directeurs, avec un élève qui avait une formation de philosophie et Harold qui était sociologue. Voilà. Alors, peut-être que quand même on peut rester optimiste et penser qu'il peut y avoir un retournement, et parce que c'est pas les uns contre les autres, parce que tout le monde a le même intérêt. Et le directeur général de la nappe, il a activé cette dimension humaine, et voilà, et peut-être qu'il y a moyen d'un retournement et finalement aussi voilà, dans cette idée de logique plus irénique qu'agonistique. Oui, vous connaissez celui qui l'a remplacé? Alors,
C'est une plaisanterie. Juste un mot peut-être par rapport à ce que vient de dire Claire. Me revenait à l'esprit la remarque d'un copain journaliste de France 3 auquel je disais, mais de toute façon, quand même, c'est pas simplement une économie de moyens, ça n'est pas vrai, puisque dans les évaluations, on n'évalue jamais les conséquences réelles qui se produisent, c'est-à-dire les catastrophes qu'on peut produire du fait même d'obéir automatiquement à des protocoles sans innover, que ce soit dans le domaine de la recherche ou ailleurs. Je pense à ça par rapport à Bruno, ou par rapport aux soins. Là, ce qui est formidable, et je pense que c'est un peu ça, Pierre, que vous vouliez faire passer aussi comme message, c'est de pouvoir montrer à quelqu'un qu'avec peu de moyens, c'est les plus démunis, hors protocole, hors parcours traditionnel, balisé, etc., on peut de manière artisanale. Et là, on revient à notre souci du mouvement œuvrier avec Charles, c'est réintroduire de l'œuvre, justement, par un professionnel. On peut de manière artisanale, à ce moment-là, faire quelque chose qui peut coûter moins cher. Et ça m'évoque alors aussi une confidence de mon ami Bernard Maris, qui a été assassiné, comme vous savez, en janvier 2015, qui disait que, en gros, l'économisme, c'est pas fait pour des soucis d'efficacité ou d'économie. C'est fait, en gros, pour que les gens se soumettent, s'assujettissent, et c'est une manière, si vous voulez, ça fait partie de d'entre nous, on fait aussi des travaux là-dessus, de dispositifs qui permettent de soumettre des individus sans avoir l'air pour leur donner des ordres. Et ça, c'est une catastrophe. Et il disait Bernard Maris que l'économisme aura sans doute fait plus de victimes que les guerres de religion. Je crois qu'ils ont anticipé, bien évidemment, ce qui allait se produire en 2015 et 2016. C'est un point important. Moi, je crois que c'est ça aussi, quand même. Et ça n'est pas vrai. Et vous le montrez très bien par rapport au film. C'est-à-dire que si on prenait du temps hors protocole, c'est-à-dire hors tarification, eh bien, peut-être que ça coûterait moins cher. En vie humaine et aussi en moyens financiers. Donc, ça n'est pas vrai que les logiques financières sont là pour faire de l'économie. Ça n'est pas vrai. C'est un petit peu le sens du cas clinique que j'ai présenté aussi, c'est que finalement, ça repose sur l'humain dans le sens qu'il faut un petit peu de création. En effet, on n'est pas... mais de création sur comment on s'organise aussi pour trouver la réponse qui soit dans le meilleur intérêt pour la personne. Et finalement, on se rend compte que, même si ce n'est pas l'objectif, que c'est aussi à moindre coût. Et finalement, on pourrait démultiplier à l'hôpital cette réflexion dans toutes les situations. C'est finalement, c'est évident parce qu'on a sous la main toutes les techniques, on va les utiliser et alors même qu'on ne se sera jamais posé la question, mais qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que souhaite le patient, qu'est-ce qu'il attend, quelle est sa demande, et on va multiplier des choses qui vont coûter hyper cher pour un résultat qui est souvent catastrophique. Donc, en effet, il y a moyen de retourner les choses, et ce qui est vraiment, il me semble super intéressant, c'est que c'est avec des endroits comme ça, avec des microfinancements, c'est de l'ordre d'un échange qu'on a identifié cette idée de se dire que c'est parce qu'on n'a pas d'argent que aussi on est obligé de réfléchir à comment on utilise les moyens et que ça stoppe l'automatisation des pratiques systématiques. Une question, une réaction, vous voulez réagir et ensuite, vous voulez réagir? Non, vous avez levé le bras, donc je pensais que vous leviez le bras pour vous gratter le crâne. Dans le même esprit, j'entendais parler des problématiques des écoles de journalisme, où il faudrait repenser la façon d'enseigner. Il me semble également que l'enseignement en médecine gagnerait à être repensé. Parce que j'ai souvent rencontré des étudiants, j'ai enseigné pendant 20 ans à la faculté de Bobigny, en essayant de leur faire percevoir en quoi ils occupent une place thérapeutique par eux-mêmes. Indépendamment des médications, des actes chirurgicaux, des actes de médecine, que la première thérapeutique, c'est le médecin. Par la capacité d'écoute et en même temps ne pas être effrayé par l'écoute. Parce que c'est vrai qu'en médecine, on entend des choses qui peuvent effrayer et faire qu'on occulte et qu'on ferme les oreilles, les yeux, qu'on n'ait pas envie d'entendre ça. Et il y a, me semble-t-il, à accompagner les étudiants en médecine dans cette démarche d'accepter
de donner une liberté à l'autre de pouvoir dire. C'est en termes de liberté que ça se pose également. Liberté d'écouter et liberté de dire. Et c'est une liberté qui est justement une valeur essentielle, mais n'a pas de prix dans le pôle médico-chirurgical. C'est ça le drame. Et on ne voit pas ce que ça coûte. Or, ça coûte, ça a des conséquences. Et les conséquences qui sont bien sûr sur les vies, mais les conséquences aussi qui sont sur les budgets. Et ça, on ne les voit pas. Donc c'est là où vraiment l'évaluation est pour moi, je l'ai écrit, dit, une imposture. C'est une véritable imposture. Est-ce qu'il y a encore une réaction peut-être sur l'aspect... oui, alors, monsieur le juge, non, là, je vous ai bien vu en train de lever le bras cette fois. Bon. Il avait levé le bras tout à l'heure. Je ne vais pas lui donner le micro. Ah si, pour l'enregistrement, il faut le micro. Et après Christiane, c'est ça? Après Christiane? D'accord. Très vite, pour prolonger ce que vous avez dit, essayer de faire passerelle. Je pense que l'un des enjeux que l'on a dans le moment, c'est effectivement réagir à un certain nombre d'actes. Il y a un certain nombre de personnes qui sont en souffrance et en difficulté. Problèmes psychiatriques, problèmes sociaux, problèmes économiques, j'en passe et des meilleurs. Dans le même temps, on réagit à ceux qui sont, et on aide ceux qui sont en difficulté, mais en même temps, il faut mettre en place des stratégies de prévention pour éviter que les problèmes ne se répercutent, ne se reproduisent. Il faut faire les deux en même temps. Il faut raisonner les deux en même temps. C'est ça la difficulté de l'exercice. Et effectivement, pour rejoindre ce que vous disiez et terminer rapidement, la prévention, les stratégies de prévention, à une seule condition, c'est d'identifier ce qu'on veut prévenir. Or, vous observerez que dans ce pays, ceux qui parlent de prévention, quand ils finissent par en parler, ne disent jamais ce qu'ils veulent prévenir. Parfois même, ils ont des stratégies répressives au nom de la prévention. Par exemple, les lois Sarkozy dans ce domaine. Donc, à condition d'identifier ce qu'on veut prévenir, effectivement, ça peut se faire à un moindre coût et à une plus grande efficacité sociale. Dans le champ de l'insertion sociale, dans le champ de la justice, on en sait quelque chose. Troisième réflexion très rapide sur ce point. Moi, ce qui me frappe, c'est que les uns et les autres, on est tous contre. On a toujours des débats contre. On n'a jamais des débats pour. On se bat contre la maltraitance. On devrait définir ce qu'est la bientraitance. Je prends des sujets que je connais bien. Et d'autres. Plutôt que d'être contre le mal-être, c'est quoi le bien-être? Quels sont les objectifs? Quelles sont les fonctions qu'il faut tenir? Volontairement, je prends un truc qui n'est pas polémique. Un des grands sujets du moment, c'est la condition familiale, la condition parentale. Comment les gens qui ont 40 ans ou 50 ans doivent à la fois gérer leurs gosses et gérer les personnes âgées et vivre leur vie au quotidien. En d'autres termes, on est dans une période historique où il faut reparler des objectifs publics positifs. Je rejoins le débat que j'ai essayé d'initier tout à l'heure. Est-ce qu'effectivement, la prise en compte des droits des enfants, la prise en compte des enfants, c'est un objectif politique? Il n'y a pas de ministère de l'enfance. Vous avez bien vu au passage, là je vais faire un tout petit peu polémique, qu'ayant identifié la jeunesse comme étant un des deux grands objectifs de la campagne électorale de François Hollande, finalement ça se réduit par le ministère de la Jeunesse et des Sports. On avait réussi à faire en sorte que l'on puisse dire que les jeunes n'étaient pas que des sportifs et les sportifs n'étaient pas que des jeunes, et en 8e position du rang ministériel. Au lendemain des attentats, il lui fallut dire que le ministère de la Jeunesse devient ministère d'État, voire même que le Premier ministre était ministre de la Jeunesse, si on avait identifié que la France avait une difficulté, puisqu'une partie de ces jeunes était en fracture avec elle. En d'autres termes, ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'identifie pas des objectifs positifs, on est en réaction. Et dernière remarque, il faut être cynique. Et je rejoins votre débat sur l'économie, il faut être cynique en montrant à cette société qu'en la prenant au mot, elle va y gagner. Et ça me rappelait, c'était parti de là en réalité, mon grattage de tête, etc. Ça me rappelait ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le rapport que nous avons fait avec Dominique Hughes sur les droits des enfants, à la question posée par Madame Bertinotti, faut-il reconnaître de nouveaux droits aux enfants? Nous avions écrit, lui comme moi, qui venions de la justice, et le ministère de la Justice nous avions interdit d'aller travailler avec le ministère de la Famille, comme si on était en conflit, à bracadabrant. En tout cas, nous avons signé notre rapport en disant, avec le titre suivant, de nouveaux droits pour les enfants, oui, dans l'intérêt de la société. En d'autres termes, plus on prendra en compte les droits des personnes, moins il y aura besoin de sécurité policière. Merci. Christiane, et ensuite... Oui, il y a Christiane, et puis il y aura Marc et moi. Là, puisque toi, tu tiens vraiment à parler après. Le truc, je dis juste
juste quelque chose. Cet après-midi, il y a une table ronde qui va traiter exactement de ce dont Rosanne Valli parlait là. Donc Christiane, et ensuite on arrête. Construisons ensemble la politique de l'enfance. D'accord. Christiane, et ensuite on arrête le débat et on reprend à 14h30 pour vous laisser le temps de déjeuner et de digérer tout ce qui a été non seulement dit mais échangé entre nous. Christiane. Oui, deux mots sur ce que vous disiez de la nappe. Nous, on a affaire dans le médico-social à une nomenclature de tarification à l'acte. Ça nous mène droit vers la tarification à l'acte dans des établissements pour des enfants handicapés. Et ça ne vise qu'à une seule chose, c'est fermer les établissements. Parce que on nous demande de mettre... alors, je ne dirais pas en face de l'enfant, parce qu'on ne sait plus où est l'enfant dans cette histoire. Il s'agit d'établir une liste de besoins quand même, dans le cadre du plan personnalisé qui date de la loi de 2002. Et face à ces besoins, on va mettre dans le privé des possibilités d'aller chercher, puiser dans le privé, ce qui va permettre de remplir finalement la nomenclature à l'acte. Vous voyez ? Donc, c'est une tarification à l'acte avec un repérage des besoins et une sortie d'établissement. Or, nous, avec Sylvie Couzia, qui est là et qui est directrice d'établissement d'un IME, on mesure à quel point la question du lieu, c'est d'une importance énorme. Or, on va vers la fermeture des établissements. Et la NAP est complètement partenaire de cette histoire. Elle nous impose une nomenclature aujourd'hui. Donc, il faut faire attention à ça. Voilà. Et puis, juste un mot encore, peut-être, le dernier, sur ce que disait le juge à l'instant. Je crois qu'en effet, on travaille toujours sur la question du manque. On passe notre temps à évaluer les manques, à parler des manques. Et on ne sort pas de cette histoire de manque. Et on est, enfin nous, à Grigny, on essaye de partir, non pas du manque, mais d'autres choses. C'est très compliqué à expliquer. De la pensée en acte, j'allais dire. Et on fabrique avec cette pensée en acte quelque chose qu'on ne sait même pas définir. Voilà, c'est du balbutiement. Peut-être Michel pour terminer et on clôt la matinée. Oui, moi je crois. Décidément, il est temps d'arrêter. Oui, pour reprendre ce que disait Christiane tout à l'heure, je crois qu'il faut être attentif dans nos analyses à l'évolution des modes d'administration de ces secteurs par les pouvoirs publics, qu'ils soient l'État ou les collectivités territoriales, etc. Il y a des modèles économiques qui sont en train de se glisser là et qui conduisent d'ailleurs à une révolution de l'administration historique. Les directions départementales ont disparu, les directions régionales ont disparu au profit d'une logique d'agence généralisée et qui sont elles-mêmes en concurrence les unes avec les autres. Je rappelle que la NAP est en concurrence avec l'ANESM, l'Agence nationale d'évaluation et de qualité du secteur médico-social, et que l'une et l'autre font à peu près le même travail, et que même la Cour des comptes s'en est émue, parce qu'il y a des doublons financiers. Alors pourquoi ça continue à tenir ? Parce que c'est un mode d'administration générale, de mise en concurrence au sein même des actes administratifs. Et ça, c'est tout à fait... Alors, ensuite, c'est vrai, je m'excuse là de faire une remarque qui me tient à cœur, c'est que quand on est médecin et qu'on rencontre le patron de la NAP, c'est un rapport entre égaux, c'est ce que j'ai compris. Quand on est directeur ou directrice, ou à plus forte raison travailleur social dans un IME qui est aussi exposé à la NAP, on ne le rencontre jamais, le directeur de la NAP. C'est-à-dire qu'il y a une différence de classe là, qui fonctionne. On est dans les secteurs très prolétarisés de l'action sociale. Voilà. On ne rencontre pas les grands directeurs. Voilà. Et ça, c'est un point qui me paraît très important, parce que là, ces secteurs-là sont ruinés par les agissements de ces nouveaux pouvoirs administratifs déconcentrés. Voilà.